l'issue de la présentation. Alors, n'hésitez pas à préparer vos interrogations. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir patienté. Et sans plus attendre, je laisse la parole à M. Diane. Bonjour, bonsoir à tous. Je me nomme El Hadji Diagne, je suis titulaire de licence en technologie des télécommunications. Actuellement en master 1 en conception et développement d'applications full stack. Et je suis aussi certifié Cloud Practitioner AWS. Je m'en vais bientôt vous présenter le webinaire avec comme thème la sécurité, un défi majeur dans le cloud computing. Bon, je vais sans plus tarder vous présenter le plan de ma présentation. Nous avons commencé par une introduction, ensuite définir le contexte du cloud computing, vous donner les mots-clés, les types d'hébergement, les types de services cloud, etc. Ensuite, vous exposez les défis de la sécurité dans le cloud computing et une étude majeure des incidents de sécurité dans le monde avec les grandes entreprises que je vais bientôt citer, et aussi vous présenter les meilleures pratiques pour assurer la sécurité dans le cloud computing. Bon, aujourd'hui, nous allons explorer les défis de la sécurité dans le cloud computing, comprendre les menaces, faire sur nos données et découvrir comment nous pouvons protéger nos environnements. Bon, c'est quoi le cloud computing? Le cloud computing ou informatique en nuage désigne la fourniture de services informatiques via Internet, permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources telles que le stockage, les serveurs, les applications et d'autres trucs sans avoir à gérer l'infrastructure physique. L'utilisation des serveurs distants hébergés sur Internet pour stocker et traiter les données plutôt que d'utiliser des serveurs locaux ou bien un ordinateur personnel. C'est ça, en quelque sorte, une des définitions du cloud computing. Et ça vous permet aussi de ne pas avoir à gérer des CD comme vos serveurs physiques. Vous aurez juste à les louer. Vous aurez juste à louer les services chez un fournisseur cloud. Vous n'aurez plus à gérer les frais de maintenance, la sécurité physique de l'infrastructure et tout ça sera géré par le fournisseur cloud. Et pour mieux vous illustrer ça, je vais vous présenter les types de services cloud. Il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter ces trois principaux services qui sont les IaaS, comme infrastructure as a service, qui offrent des ressources informatiques virtualisées sur Internet, permettant aux entreprises de louer des serveurs, du stockage, des réseaux. Cela réduit les coûts de l'infrastructure physique et offre une flexibilité pour redimensionner les services selon les besoins. Avec ce type de service, les entreprises peuvent se concentrer sur les activités sans se soucier de la gestion de leurs serveurs. C'est ce que j'avais dit tantôt, vous n'aurez pas à assurer la sécurité physique de l'infrastructure, la climatisation et tous ces trucs-là. Vous voulez un serveur, ils vont vous le louer. Par exemple, chez Amazon, il s'agit de l'Amazon EC2, Elastic Compute Cloud. Vous n'avez juste qu'à choisir la taille mémoire, la mémoire que vous voudrez, le type de processeur et tout ça. Vous allez juste choisir ces trucs et installer un système d'exploitation dessus et toute la partie infrastructure sera gérée par le fournisseur, que ce soit AWS, Microsoft Azure ou GCP, Google Cloud Platform. Nous avons aussi le type de service PaaS, comme Platform as a Service, qui fournit une plateforme complète pour le développement, le déploiement et la gestion des applications, sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente.
Des solutions comme Google Apps Engine ou bien Amazon BuildStalk permettent aux développeurs d'accélérer le processus de création d'applications tout en bénéficiant d'outils intégrés, testés et déployés, tout en assurant la gestion des mises à jour et de sécurité. Et toute la partie infrastructure et système d'exploitation sera gérée par le fournisseur cloud. Contrairement au IaaS, le IaaS, la partie système d'exploitation, c'est vous qui allez gérer ça. Mais pour le pass, c'est le fournisseur qui gère toute la partie. Vous n'avez qu'à venir et déployer votre application. C'est plus adapté pour les développeurs, quoi. Et nous avons ensuite le service IaaS, qui est le plus... Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est SAS, SaaS, comme Software as a Service. C'est le service le plus utilisé. Pour vous donner un exemple, c'est comme Netflix. C'est juste un logiciel qui est disponible en ligne. Vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre machine physique, etc. Vous venez juste vous utiliser. Comme Canva aussi, que j'utilise pour la présentation, est un exemple de service SaaS. Netflix, que beaucoup d'entre nous utilisent, Telegram, etc. Ce sont des services SaaS qui sont les plus utilisés. Il y a aussi d'autres types de services comme les BaaS, comme Backend as a Service, ou DBaaS, comme Database as a Service, etc. Mais ce sont ces trois types de services qui sont les plus utilisés dans le monde. Maintenant, je vais vous parler ensuite des types d'hébergement cloud. Nous avons trois types d'hébergement. Non, nous en avons même cinq, mais il y a ces trois qui sont les plus utilisés. Comme nous avons le cloud public, qui est un environnement où les services sont fournis par des fournisseurs tierces sur Internet et sont accessibles à tous. C'est le cas de Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Il y a même pour Oracle et beaucoup d'autres fournisseurs. Si vous avez des données auxquelles qui ne sont pas sensibles, vous pouvez les déployer sur le cloud public. Et je vais vous parler aussi du cloud privé pour que vous voyez les différences. Ce cloud privé est dédié à une seule organisation. Il peut être hébergé sur un site ou par un fournisseur tiers en offrant un contrôle total sur l'infrastructure et une sécurité renforcée. Par exemple, pour un hôpital, il ne peut pas se permettre de confier ses données de patients à des fournisseurs cloud auxquels il peut ne pas avoir confiance en eux. Ou bien même, la loi ne vous permet pas de stocker certains types de données chez un fournisseur cloud, qui sont la plupart, qui ne sont pas établis dans le territoire national. Par exemple, si l'État voulait, par exemple, pour l'ANSD, si l'État ne voulait pas que ces données soient aux mains des étrangers, par exemple comme Amazon et d'autres fournisseurs cloud, ils peuvent choisir le cloud privé, plus connu sous le nom de on-premise. Comme ça, vous achetez votre serveur et vous l'installez chez vous et vous avez tout le contrôle de votre matériel. C'est un peu ça la différence avec le cloud public. Mais n'empêche, le cloud public est aussi sécurisé. Et nous avons en troisième position le cloud hybride, qui combine les éléments du cloud privé et du cloud public. Cela permet aux entreprises de tirer parti de la flexibilité du cloud public tout en gardant les données sensibles dans un environnement privé. Par exemple, si vous avez une application, vous pouvez déployer le service dans un cloud public chez Amazon et la base de données qui est un peu sensible et que vous ne faites pas confiance à ce fournisseur, vous pouvez le stocker dans votre centre de données pour plus de sécurité, quoi, si vous ne faites pas confiance au cloud public. Là, on parlera de cloud hybride, qui tire une partie du cloud privé et du cloud public.
Maintenant, on va passer aux avantages du cloud. Le cloud a plusieurs avantages, mais il y en a 6 de ces avantages qui sont des avantages majeurs. Nous avons l'évolutivité ou bien la scalabilité. Bon, le cloud permet d'ajuster facilement les ressources de stockage ou bien de puissance de calcul en fonction des besoins, facilitant ainsi la croissance des entreprises. Si vous avez, par exemple, un serveur qui n'est capable de recueillir, de traiter un certain nombre de requêtes, et que à un moment donné, il y a une pique de charge, et que le serveur ne peut plus supporter tous ces requêtes tous ces qui reçoivent. Donc, il peut demander au fournisseur d'augmenter sa capacité en augmentant ses ressources. Par exemple, il peut faire une mise à l'échelle horizontale qui est de dupliquer le serveur, comme ça avoir deux serveurs et balancer certaines requêtes sur l'un des serveurs et balancer les autres requêtes sur l'autre serveur. Ou bien on a une mise à l'échelle verticale qui nécessite à augmenter la puissance du serveur. Par exemple, si notre serveur, si le processeur était à 3 GHz, bon, il peut demander au fournisseur de l'augmenter jusqu'à 4 GHz. Mais c'est la mise à l'échelle horizontale qui est le plus utilisé. Nous avons aussi des coûts réduits. Les entreprises peuvent réduire les coûts d'infrastructure en optant pour un modèle de paiement à l'utilisation. Donc, cela veut dire que vous n'allez payer que ce que vous utilisez. Si vous utilisez votre serveur de minuit à 8 heures du matin, le fournisseur va vous facturer que votre utilisation entre 0 heure et 8 heures du matin. Comparé à si vous avez le serveur en local, ça va rester tout le temps allumé. Allô? Allô, oui. Oui, en fait, je ne perçois pas le partage. Et dans le chat, d'ailleurs, il y a des gens qui ne perçoivent pas aussi. Ah bon? C'est curieux, peut-être. Avez-vous vérifié qu'une autre personne n'a pas partagé son écran, mais une autre personne n'est pas allumé sa caméra, ce qui obligerait Google Meet à, par défaut, épingler cette personne, vous faisant ainsi rater la présentation principale? Pouvez-vous revérifier de votre côté? Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai branché mon téléphone pour vérifier si je vois bien le... Excusez-moi, Aziz, bon, c'est tout à fait ça, hein, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui avait partagé son écran, raison pour laquelle ça a un peu semblé. Je pense que pour corriger, tu peux relancer le partage, ça fera l'affaire. D'accord. Aussi, pour les participants, nous vous demandons de faire le maximum de ne pas perturber la présentation à travers le partage d'écran ou l'allumage de vos caméras de visioconférence. Merci de votre compréhension. Bon, c'est bon maintenant ou bien? Effectivement, c'est bon. Le partage vient de mon côté. Donc, j'en étais au cours réduit. Effectivement, à l'utilisation à la seconde. Oui, à la seconde. Par exemple, si vous avez votre serveur chez vous, il sera peut-être toute la journée allumé et que les requêtes viennent juste entre 0 heure et 8 heures du matin.
Donc, la plupart du temps, ça reste allumé comme ça, sans rien faire, et gaspiller beaucoup d'énergie, d'électricité, etc. Maintenant, dans le cloud, vous allez juste, si vous avez décidé de l'utiliser de minuit jusqu'à 8 heures du matin, vous allez juste démarrer le serveur à minuit et l'éteindre à 8 heures du matin. Et le fournisseur cloud vous facturera que la durée que vous avez utilisé le service. D'habitude, la facturation est à la seconde ou bien à l'heure, c'est selon le service. Bon, maintenant, je vais passer à l'accessibilité. Bon, les services cloud sont accessibles de n'importe où. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet, ce qui favorise le télétravail et la collaboration entre différentes équipes dispersées dans le monde entier. C'est pour ça qu'avec le cloud, vous avez beaucoup de possibilités de travailler à distance, en remote. Aussi, nous avons la sécurité comme avantage du cloud computing. Les fournisseurs cloud investissent massivement dans la sécurité des données, offrant des fonctionnalités avancées telles que le chiffrement et la sauvegarde des données. C'est aux fournisseurs de se débrouiller pour protéger et restreindre l'accès à leur centre de données, pour qu'il n'y ait pas par exemple, d'incendies. Les incendies peuvent bien nuire aux infrastructures et vous faire perdre vos données, etc. C'est aux fournisseurs qui vont remuer terre et ciel pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, ça entacherait à leur réputation et tout ça. Du coup, ils en font leur priorité, la sécurité. Et la maintenance, vous n'aurez rien à faire parce que vous ne vous occupez pas du matériel. La gestion des mises à jour de l'infrastructure est effectuée par le fournisseur, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur le cœur de leur métier, sans se soucier de l'infrastructure. Le cloud aussi est aussi fiable. Très fiable même, hein, parce que à chaque fois que vous avez besoin de vos ressources, vous les aurez à disposition. Le fournisseur cloud vous garantit le niveau élevé de disponibilité en mettant des solutions de sauvegarde pour assurer la continuité des activités, même en cas de panne. Parce que des fois, il vous propose de déployer vos services dans plusieurs zones distinctes dans le monde entier. Bon, ces avantages du cloud sont une solution attrayante pour les entreprises cherchant à optimiser leur efficacité et leur agilité. Passons maintenant à la deuxième partie, portant sur les défis de la sécurité dans le cloud. Bon, avant de commencer, quand on parle de sécurité dans le cloud computing, il y a deux niveaux de sécurité. Il y a la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud. Bon, pour la sécurité du cloud, c'est aux fournisseurs de gérer ça, c'est-à-dire les configurations de leurs infrastructures, la sécurité physique et tout ça, c'est aux fournisseurs de gérer ça. Et il y a aussi la sécurité dans le cloud. Cela veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du cloud, les données, etc., c'est aux clients de gérer ça, pas aux fournisseurs. C'est pour ça qu'on dit sécurité du cloud et sécurité dans le cloud. Et après vous avoir parlé des deux types de sécurité, je vais commencer par les menaces courantes qui concernent la sécurité dans le cloud. Nous avons les attaques par phishing. Bon, les attaques par phishing consistent à tromper les utilisateurs pour qu'ils divulguent des informations sensibles, telles que les identifiants de connexion, les informations financières. Bon, c'est ce qu'on a l'habitude de recevoir sur WhatsApp, comme les messages que Orange vous offre des passes Internet. Vous avez gagné un iPhone, vous devez donner vos informations, etc. Et ces attaques peuvent entraîner des pertes financières
considérables, des interruptions de service et des atteintes à la réputation de l'entreprise ou bien de la personne. Ce sont des attaques qui sont très, très, très courantes. Bon, nous avons aussi les malwares et les ransomware. Bon, les malwares sont des logiciels malveillants et ransomware, ce sont des logiciels de rançon. Une fois introduit dans votre machine, ce logiciel va crypter toutes vos données et vous demander de payer une somme pour vous donner le clé de cryptage pour que vous pouvez de nouveau utiliser vos données. Ça m'est arrivé plusieurs fois même. Et c'est très, très, très dérangeant. Ça vous empêche de travailler. Ça crypte toutes vos données. Les ransomware en particulier sont les plus dangereuses. Parce que supposons que vous avez quel type d'entreprise? Je vais prendre comme exemple. Supposons que vous êtes par exemple un hôpital et que vous avez des données de patients et que vous êtes et que un ransomware infiltre vos serveurs et chiffre tous les données de patients que vous devez traiter et que vous en avez vraiment, vraiment besoin pour traiter les patients, ça va faire un grand problème. Et c'est pour ça que les ransomware moi, en tout cas, moi, c'est ce que je crains le plus. Parce que vous ne pouvez pas contrôler quand est-ce que ça va vous arriver. D'habitude, ça vous arrive quand vous essayez de télécharger des logiciels craqués, etc. Aussi, il y a aussi l'autre défi, ce sont les vulnérabilités spécifiques. Bon, c'est-à-dire, par exemple, une mauvaise configuration qui peut exposer vos données sensibles et des ressources à des accès non autorisés. Serigne Bati, qu'est-ce qui se passe? On dirait que l'intervenant rencontre des problèmes de connectivité. Je pensais que c'était de mon côté. J'essayais de recharger ma page. En patientant quelques secondes pour se reconnecter. J'essaie de le contacter. Bon, excusez-moi, j'avais un souci de connexion. Bon, une configuration incorrecte de service cloud peut exposer des données sensibles et des ressources à des actes non autorisés. Cela inclut des paramètres mal configurés tels que des règles de parcours, ou bien des groupes de sécurité ou bien des permissions excessives. Donner par exemple à n'importe qui des permissions dont il n'a pas besoin. Par exemple, un développeur veut lui donner accès à tout sur le serveur. Or qu'il devait juste utiliser le service concernant le service pour les développeurs. Par exemple, le service passe seulement pour les développeurs et que vous lui donnez accès
aux autres services dont il n'en a pas besoin. Ça aussi, c'est une vulnérabilité. Et l'impact est que ces erreurs peuvent entraîner des violations de données, des fuites d'informations et des attaques potentielles sur les systèmes. Par exemple, si je vous parle de Bucket, c'est là où on stocke les données sur le cloud. Par exemple, c'est l'entrée pour stocker les données. S'il est mal configuré, il peut être accessible au public, alors que à la base, il devait être accessible qu'à un certain nombre de personnes. Nous avons aussi la manque de visibilité et de contrôle. Dans un environnement cloud, les entreprises peuvent avoir du mal à configurer une visibilité complète sur leurs ressources et leurs données. Cela peut rendre difficile la détection d'activités suspectes de ressources et leurs données. Cela peut être difficile, cela peut rendre difficile la détection d'activités suspectes ou de violations de sécurité. Bon, et ça a comme impact d'entraîner une réponse tardive aux incidents de sécurité, augmentant ainsi le risque de perte de données et d'atteinte à la réputation. Les entreprises peuvent également ne pas être en mesure de se conformer aux exigences réglementaires en matière de surveillance des données. Pardon, Monsieur Boubacar. Pourriez-vous éteindre votre micro? Monsieur Camara. Ok, merci beaucoup. Bon, il y a aussi le risque lié au tiers, c'est-à-dire au fournisseur cloud. Les vulnérabilités chez le fournisseur cloud peut affecter la sécurité des données de l'entreprise aussi. Bon, lorsque l'entreprise utilise des services cloud, elle dépend de la sécurité mise en place par son fournisseur. Cela inclut la protection des données et la gestion des accès et la résilience des infrastructures. Comme je vous avais parlé tantôt de ça, comme que la sécurité du cloud est gérée par le fournisseur. Et si le fournisseur faillit à cette mission, cela peut vous affecter aussi. Bon, et ils ont comme impact des problèmes de sécurité qui peuvent entraîner des pannes. Et quand on parle de panne, on parle aussi de vulnérabilité. Maintenant, nous allons passer à l'étude de cas des incidents de sécurité qui ont touché des fournisseurs cloud. Par exemple, chez l'instance de sécurité chez Capital One en 2019. Une vulnérabilité dans une configuration de pare-feu a permis à un attaquant d'accéder à plus de 100 000 comptes de clients de Capital One. Les données compromises comprenaient des informations personnelles telles que des numéros de sécurité sociale et des informations de carte de crédit. Et les leçons dont on peut tirer sur cet incident est l'importance de la configuration sécurisée. Cet incident a mis en évidence l'importance d'une configuration correcte des services cloud et des contrôles d'accès. Nous avons aussi tiré la leçon de surveillance proactive, la nécessité d'une surveillance continue des systèmes et des informations pour détecter des anomalies. Nous avons aussi comme incident la violation de données chez Dropbox en 2012. Bon, Dropbox avait subi une violation de données due à l'utilisation de mots de passe compromis.
les attaquants ont pu accéder à des informations de compte d'utilisateur, y compris des adresses mail et des mots de passe. En cette année-là, Dropbox avait forcé à tous ses utilisateurs même de réinitialiser leur mot de passe et de leur donner de nouvelles consignes de sécurité. Et on peut en tirer des leçons pour comme l'importance de la gestion des identités, la gestion des mots de passe et des identités est cruciale pour prévenir les accès non autorisés. Utilisation aussi de l'authentification multifacteur, dont je vais vous parler sur la quatrième partie. C'est quoi l'authentification multifacteur? Je vais y revenir parce que c'est dans la quatrième partie pour les bonnes pratiques. Il y a aussi l'incident de sécurité chez Microsoft Azure, qui est le deuxième fournisseur cloud au monde derrière AWS. Une erreur de configuration avait exposé des données sensibles à des milliers d'entreprises. Les informations compromises comprenaient des sécurités de clients, des données de clients et des informations de paiement. Et nous avons tiré comme leçon de cela les vulnérabilités de configuration. Cet incident a souligné le risque associé aux erreurs de configuration dans les environnements cloud et une nécessité d'outils de sécurité avancés. Que chaque fournisseur cloud en a maintenant plusieurs même pour gérer ça. Nous allons maintenant passer à la quatrième partie, qui est de vous donner les bonnes pratiques pour gérer ces types d'incidents. Bon, nous allons commencer par la gestion des identités et des accès. IAM, quoi. Identity and Access Management. Bon, pour gérer les identités, nous allons utiliser les identifications multifacteurs. C'est ce que utilise Google aussi. Comme ça, si vous vous connectez sur votre boîte mail, vous tapez votre mot de passe, mais vous n'avez pas accès directement à votre boîte mail. Vous demande d'aller confirmer un code qui vous a été envoyé par SMS. C'est pour ça qu'on parle d'authentification multifacteur. Soit ils vont vérifier si c'est réellement vous. Il y a aussi, c'est pas chaque fois qu'ils vont vérifier sur votre numéro de téléphone, mais ils vont aussi le vérifier peut-être des fois sur une application préinstallée sur votre appareil mobile que vous allez coupler à votre compte. Il y a aussi appliqué, pour la gestion des identités, il y a aussi appliqué le principe du moindre privilège. C'est-à-dire que l'utilisateur a besoin juste d'accéder à ce service. Par exemple, au service de stockage, il n'aura accès qu'au service de stockage. C'est juste ça, le principe du moindre privilège. Il ne faut pas donner accès à toutes les ressources à un utilisateur qui n'en a pas besoin. Parce que supposons, dans votre entreprise, il y a quelqu'un qui n'est pas doué en informatique, mais qui a besoin d'utiliser le compte. Vous lui donnez l'accès à tous les services. L'attaquant, s'il vient, il va directement chez ce gars-là, essayer de récupérer ses accès et l'utiliser pour faire la pagaille dans votre infrastructure. C'est pour ça qu'il faut appliquer juste le principe du moindre privilège. Ça, c'est essentiel même. Il y a aussi le cryptage des données. Bon, c'est-à-dire il faut chiffrer les données au repos et en transit. Au repos, ce sont les données qui sont stockées sur vos serveurs, il faut les chiffrer. Et les données en transit sont les données qui sont en train de, comme ça, les données qu'on envoie, avant d'envoyer les données, il faudra les chiffrer et les envoyer. Il y a aussi gestion des clés. Pour s'assurer que les clés sont bien protégées, il faut s'assurer de cela. Sinon,
à quoi sert de crypter vos données si vous ne sécurisez pas vos clés? Il y a aussi en troisième position la surveillance et la journalisation. Bon, utiliser des outils pour détecter des activités suspectes en temps réel. Par exemple, chez Amazon, Amazon Web Service, il y a le service qu'on appelle Amazon, je crois c'est Amazon CloudWatch, qui surveille vos ressources pour vous donner, pour vous alerter en cas d'incident majeur. Mais il faudra définir des règles, quoi. Comme ça, si le serveur est sollicité, s'il y a beaucoup de monde qui sollicite le serveur et que c'est pas normal, c'est pas habituel, il vous alerte. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller, par exemple, pour éviter les attaques DDoS. Par exemple, s'il y a attaque DDoS, vous allez voir que la capacité de calcul il y aura des pics de charge. Il y aura des pics de charge qui seront anormales et ces services mis en place par le fournisseur cloud sauront vous alerter. Et aussi, journalisation des événements. Quand on parle de journalisation, on parle de logs. Il faut conserver les logs pour bien pouvoir analyser les événements de sécurité. Par exemple, chez AWS, il y a le service qu'on appelle Amazon CloudTrail qui stocke les logs de chaque service du fournisseur cloud AWS. Et en analysant ces logs, vous pouvez voir d'où vient le problème et ça vous donnera le temps de bien réagir à cela. Il y a aussi en quatrième position, sécurisation des configurations. Quand on parle de sécurisation des configurations, c'est-à-dire faire des audits réguliers des configurations. Il faut vérifier les configurations pour détecter des erreurs. C'est un peu similaire avec la surveillance. Et il y a aussi l'automatisation des configurations, c'est-à-dire documenter votre configuration en tant que code. Je crois que vous avez l'habitude d'entendre l'infrastructure as a code aussi, les IAC. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça. Par exemple, chez Amazon, il y a Amazon CloudFormation qui vous permet d'automatiser vos configurations. Il y a aussi des outils comme Terraform aussi qui vous permettent comme ça, en cas d'incident, vous pouvez redéployer votre infrastructure en un temps record, sans avoir besoin de faire manuellement, créer tel serveur, donner telle capacité, etc. Vous allez juste exécuter le code, ça va vous recréer tous vos serveurs et les déployer dans la région souhaitée. Il est bien d'automatiser les configurations. Et aussi, comme sécurité dans tout type de système, même pas en dehors du cloud, il y a toujours la formation et sensibilisation de votre personnel. Il faut mettre en place des programmes de formation réguliers pour éduquer les employés sur les meilleures pratiques de sécurité, faire aussi des simulations d'incidents pour bien voir leur réaction, comme ça, si on est attaqué par des hackers, comment doivent réagir les employés. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Bon, à la sixième position, nous avons le plan de réponse aux incidents. Bon, il faut bien élaborer un plan de réponse pour gérer les incidents. Parce que si on est attaqué, si on a perdu nos données, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il est bien de faire ça pour pouvoir pour gérer, pour pouvoir pour s'assurer que nos ressources soient disponibles à tout moment. Parce que si on est attaqué, l'attaquant, son but est de rendre indisponible notre service.
Et ça, il faut l'éviter. En faisant quoi? En faisant des sauvegardes. Par exemple, si j'ai mon serveur, je vais sauvegarder toutes ces données dans un autre site distant. Soit je vais choisir un autre fournisseur de cloud et, et l'héberger là-bas. Par exemple, si mon serveur principal, je le déploie sur AWS, le serveur de sauvegarde, je peux le déployer sur Microsoft Azure. Ou bien le, le déployer en local, en on-premise, ou bien aussi prendre une autre région AWS et le déployer là-bas. Donc, si ce serveur tombe en panne, on basculera directement sur un autre serveur et continuer notre service en attendant de gérer l'incident. Il faut aussi bien évaluer les fournisseurs. Parce que c'est pas, il y en a maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de fournisseurs cloud, mais tous ne sont pas sûrs. Il y a certains fournisseurs cloud qui ne vous garantissent pas certains trucs. Mais si c'est le cas des plus grands fournisseurs cloud, eux, ils vont vous garantir le maximum de choses. Comme, par exemple, Amazon, il vous garantit le maximum de trucs. C'est rarement que vous allez perdre vos données là-bas, de même que Microsoft Azure et aussi GCP, Google Cloud Platform. Et signer des contrats clairs aussi avec ces fournisseurs. Pour en cas de données, en cas de perte de données, ils peuvent bien vous assister ou bien, s'il le faut, même vous rémunérer. Parce que si la faute vient d'eux, c'est à eux de vous dédommager. Si. Et en dernière position, faut faire des mises à jour régulièrement aussi. Parce qu'une mise à jour, ce n'est rien d'autre que le fournisseur vient, il va prendre des informations et vérifier s'il y a des vulnérabilités. S'il y a des vulnérabilités, il va vous le corriger. C'est pour ça qu'il faut bien faire des mises à jour et aussi faire des tests de votre infrastructure pour voir si c'est à jour ou pas. Il y a même des outils qu'on peut utiliser pour qui forcent même vos serveurs à faire de mise à jour. Tant qu'il n'y a pas de mise à jour, tant que la version n'est pas la version la plus récente, ça va pas le laisser comme ça va le forcer à mettre à jour le système. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Et il y en a beaucoup d'autres. Ils sont très, très, très nombreuses, les bonnes pratiques. Mais pour des contraintes de temps, je m'en suis limité aux 8 là. Bon, maintenant, nous allons passer à la conclusion. Bon, nous avons discuté des défis de sécurité, des menaces courantes, des cas, des incidents dans le monde entier concernant la sécurité du cloud et aussi des meilleures pratiques pour protéger vos données dans le cloud. Et je vais aussi en profiter pour vous donner des ressources à exploiter pour approfondir vos connaissances. Je vous recommande aussi d'aller suivre des formations sur Udemy ou bien Coursera. Il y en a beaucoup qui vont vous parler du cloud, que ce soit sur AWS, Microsoft Azure ou bien sur GCP, Oracle, ainsi que d'autres fournisseurs. Et aussi consulter les livres blancs des principaux fournisseurs. Il y a des livres blancs pour représenter les différents services, chacun son rôle. Les services que ce soit des services de stockage, des services de machine learning, d'intelligence artificielle, et tout ça. Tous les fournisseurs cloud ont leur livre blanc, il faut bien les consulter. Et aussi, lire la documentation aussi.
Si par exemple, quand je faisais la formation à l'Université Star, on avait l'habitude de consulter la documentation Amazon. Tout ce qui concerne ces services sont documentés là-bas. Et aussi des livres comme Cloud Security and Privacy aussi. Je vous partagerai un document où je vais bien mettre des liens de ces ressources à utiliser pour approfondir plus de trucs sur le cloud computing. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Abdelaziz. Bon, je pense que c'était très intéressant, riche en informations et en sensibilisation. Avant de passer au résumé de la présentation, avez-vous quelques questions? Je parle à vous chercher à participer. Commençons par M. Omar. Allez-y, Omar Diop. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je remercie d'abord Abdelaziz de l'excellente exposé qu'il nous a offert. Je vais parler surtout du côté de la sécurité parce que il en a beaucoup parlé d'ailleurs, mais j'ai quelques questions par rapport à cette partie. Concernant la sécurité du cloud, la plupart des cas qu'il a évoqués ici concernent des configurations incorrectes, des erreurs de configuration, je veux dire. Donc, en cas d'attaque DOS, par exemple sur le fournisseur cloud, est-ce que le client est épargné par rapport à ces données qu'il a gardées dans ce fournisseur? En cas d'attaque DOS où le fournisseur cloud tombe totalement en panne, est-ce que les données du client sont épargnées? La deuxième question était que dans la plupart des menaces qu'il a évoquées, j'ai surtout allô, vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Oui. D'accord. Dans les menaces qu'il a évoquées, j'ai surtout pris le phishing comme une menace la plus dangereuse. Il en a parlé surtout dans les liens. Maintenant, comment le client peut reconnaître le lien du fournisseur avec le lien d'un attaquant de phishing? La troisième question était que vous avez parlé de simulation d'incidents. Vous pouvez nous proposer des outils pour simuler des incidents afin de nous préparer à une éventuelle attaque. Merci beaucoup. Je pense que c'était les trois questions que j'avais. Pour la première question, l'attaque DOS, d'habitude, on le fait au client. Par exemple, vous avez votre application, vous le déployez sur un serveur. Par exemple, je dirais, si vous avez un site d'e-commerce, par exemple, et que c'est vous qui l'avez hébergé, c'est un fournisseur cloud. L'attaquant, s'il vient, c'est dans le but de vous nuire. C'est votre site qu'il va attaquer pour le rendre indisponible et que vous allez perdre beaucoup de données, beaucoup de temps, beaucoup d'argent pendant cette attaque. Ça fait partie de la sécurité dans le cloud. C'est la sécurité que vous devez gérer. Et les fournisseurs cloud mettent à votre disposition des services qui vous permettront de vous protéger contre des attaques DDoS. Dans le cas d'Amazon Web Service, il y a un service qu'on appelle
Amazon Shield. Oui, Amazon Shield. Ce service vous permet de vous protéger contre les attaques DDoS. Si c'était pas ça, si c'était un non-promise, je crois que vous allez appliquer des pare-feux et des règles de filtrage pour éviter cela. Mais dans le cloud, c'est à vous de gérer ça et ces services sont payants aussi. Hein. Les services de bouclier, comme on le dit, Shield. Et pouvez-vous aussi me rappeler votre deuxième question? Je ne l'avais pas noté quelque part. La deuxième concernait le phishing comme étant la menace, comment dire, la plus sérieuse par rapport à celle que vous avez citée. Et maintenant, il demandait comment se protéger contre le phishing et comment le reconnaître, comment reconnaître les messages authentiques provenant du provider par rapport à ceux d'un hacker, par exemple. Ah, d'accord. Comment se protéger contre le phishing? Bon, pour le phishing, d'abord, il faut vérifier le lien. Parce que d'habitude, ils vont prendre une partie du lien du fournisseur et le modifier, de faire en sorte que ça ressemble au lien du fournisseur cloud. D'habitude, c'est ça qu'ils font. Et il y a des outils qui vous permettent de détecter ces liens. Comme ça, si vous avez reçu un message avec un lien, faut le mettre sur ces outils et ces outils vont tester est-ce que ce lien est un lien sûr afin de vous prévenir. Mais si vous venez directement, vous cliquez, ils peuvent directement vous télécharger des logiciels malveillants comme ça, à votre insu, ou bien vous bernez à ce que vous leur donnez vos identifiants chez le fournisseur cloud pour ensuite utiliser vos données que vous leur avez servi sur un plateau pour détourner pour un peu attaquer votre infrastructure, quoi. Et les outils, j'ai un peu oublié, il y avait un outil qu'on utilisait, on mettait le lien là-bas pour qu'il le teste pour nous. Effectivement, il y a des outils en ligne qui vous permettent, vous pouvez les accéder rapidement en ligne. Si vous recherchez, par exemple, la question Is this site sure, qui normalement devrait vous présenter une page web qui vous proposera un champ de texte où, lorsque vous y saisirez un lien, il va se charger de vous dire que, par exemple, ce site web a été créé très récemment, il ressemble à tel ou tel nom de domaine, il n'a pas de certificat de sécurité SSL qui permet de sécuriser les communications. Il va vous dire un ensemble de détails qui, lorsque vous les aurez analysés, peut-être vous donneront une idée sur l'authenticité du lien. Donc, je pense que vous avez dit l'essentiel sur le phishing. Et aussi, il y a autre chose que je voudrais ajouter. On avait même parlé d'authentification multifacteur. Aussi, ça permet de vous protéger contre les attaques. Par exemple, si vous avez, par exemple, sur votre compte AWS, si l'attaquant vous a envoyé un lien de la part de AWS et que vous devez vous connecter, vous avez saisi vos identifiants de connexion et qu'il les a. Une fois sur le site, il tape vos identifiants, il va lui demander de confirmer si c'est exactement vous. Et ce message de confirmation va être envoyé sur votre téléphone portable. Maintenant, sans ce code, l'attaquant ne pourra pas accéder à votre compte et ni à votre infrastructure aussi. Bonjour Cyril. Bonsoir, autant pour moi. Oui, attendez, Seigne Salou, je pense qu'il restait encore une question. Oui, Je pense si l'intervenant y survient, vous aurez l'occasion de poser la vôtre. Ok, c'était concernant la première, mais il peut y aller. Ok, on va sûrement y revenir. La troisième question concernait la proposition d'outils qui permettrait à peut-être un étudiant, un développeur, pour tester des solutions qui peuvent éprouver un site, par exemple, dans le cas de, comment dire,
Oui, qui simulation peut des mettre à images, l'œuvre, effectivement, qui des mettent à outils l'œuvre pour simuler, les infrastructures. des outils pour simuler des incidents. C'est ça, Effectivement. c'est ça. Des outils pour simuler des incidents. Bon, d'habitude, moi, je n'ai pas encore fait des recherches sur les outils pour simuler ces incidents, mais d'habitude, dans une entreprise, des fois, c'est une fois par année ou bien 2 fois dans l'année, ils font appel à des pentesters pour essayer d'attaquer le, pour essayer d'attaquer les infrastructures et détecter les faiblesses. Et c'est dans ces moments-là que vous allez aussi en profiter pour voir comment réagissent vos employés. Est-ce qu'ils donneront accès aux attaquants ou bien? J'avais regardé un documentaire, c'est ce que l'entreprise avait fait pour voir quel employé n'a pas respecté les règles établies par l'entreprise concernant le spamming comme ça. OK, pour intervenir sur cette question, pour ce qui concerne les trafics web, il existe certains outils comme, je pense que le nom c'était SEMrush. Il y a SEMrush, il y a Ahrefs. Ce sont des outils qui permettent en partie de simuler le trafic web et donc peut-être en théorie de pouvoir tester la résilience de votre système face à un gros trafic, face à une grande circulation de données dans votre site. Et vous permettra de dire que, par exemple, au-delà de 60 utilisateurs, votre site arrête de marcher ou bien au-delà de 100 utilisateurs, ça commence à ralentir. Certaines données comme ça. Voilà. Il y en a un autre qu'on a spécifié, Apache JMeter. Effectivement, ce genre d'outil propose certaines fonctionnalités ayant le but en partie parfois de tester les trafics, de tester les latences dans les serveurs. Mais en ce qui concerne spécifiquement les autres types d'applications comme, comment dire, le machine learning et autres, ils ont tous parfois leurs plateformes propres pour gérer, pour stimuler certains incidents. Je pense que si vous en recherchez, vous en trouverez forcément des plus intéressants que ceux cités récemment. Et pour revenir sur la première question, le DDoS en tant que tel, ou bien oui, le DDoS, l'intervenant a parlé tout à l'heure de la responsabilité partagée. C'est-à-dire, il y a une partie de la sécurité qui est de la responsabilité du cloud provider. Et donc, ce qui est de sa part, à travers les contrats et autres, il pourra les remplir. Mais le plus souvent, les attaques se font à travers les erreurs des utilisateurs, c'est-à-dire de l'autre côté de la responsabilité. Et donc, il incombe de l'utilisateur, du développeur, bien de l'administrateur système, de veiller à, comme il l'a dit tout à l'heure, à une bonne configuration, à une bonne maîtrise des solutions utilisées pour pouvoir, et aussi à l'étude et à l'analyse de certaines solutions proposées par le cloud provider, comme il l'a dit tout à l'heure, avec des services comme, comment dire, je pense que c'était Guard, j'ai oublié le nom, un service AWS qui vous permet de sécuriser forcément en tant que parfait votre service. Oui, il y a Amazon Guard aussi. Effectivement. Oui, il y a aussi Amazon Web Application Firewall. Effectivement. Oui. Et donc, aussi la raison principale pour, du fait que AWS ne pratique pas automatiquement ce service, le Guard là, directement sur vos infrastructures, c'est parce qu'il ne sait pas si vous allez utiliser du cloud public simplement ou du cloud hybride. C'est-à-dire, il se peut que vous décidiez avec vos propres infrastructures de mettre en place votre propre, votre propre solution de protection contre le DDoS. Et donc, dans cette situation, il est plus sûr pour Amazon de ne pas le faire à votre place et d'essayer de vous laisser la possibilité de le faire en mode manuel ou bien en mode hors site. Ou si vous décidez d'adopter ce de AWS, il y a aussi à côté le service avec
la tarification et tout ce qui s'y rajoute. Je pense qu'on a répondu essentiellement aux 3 questions. S'il n'y a pas d'autres, on va laisser à Sinsalo poser les siennes. Non, c'est bon, vous avez rebondi sur la première et vous avez amené les éclaircissements nécessaires. Assez. Ok, merci beaucoup. Il y en avait un autre qui avait levé la main. Ok, Monsieur Diakhaté, Elhadji Diakhaté, vous pouvez poser vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Aziz aussi. Nous vous félicitons pour cette brillante exposé. Bon, me concernant, je voulais savoir comment les entreprises peuvent-elles s'assurer que leurs données sensibles sont protégées lors de la migration vers le cloud. Est-ce que les entreprises peuvent-elles s'assurer que leurs données sensibles sont protégées lors de la migration vers le cloud? Bon, tantôt dans ma présentation, je vais parler du cryptage de données. Bon, d'habitude, le fournisseur met à votre disposition un service pour faire le cryptage de vos données. Mais aussi, vous pouvez aussi bien choisir d'utiliser votre propre mode de cryptage, utiliser votre propre algorithme et le crypter et migrer ça sur le cloud. C'est à vous de décider si vous faites confiance au fournisseur ou bien vous ne faites pas confiance au fournisseur, vous utilisez votre propre méthode. Et pour en rajouter sur ce que vous aviez demandé, il y a aussi, parfois les fournisseurs proposent des services de migration de données. Et donc, ils vont s'assurer que vos données arrivent en sécurité, sans corruption, en toute intégrité dans leur système. Donc, il y a ce que M. Aziz a dit. Vous pouvez implémenter vos propres procédures de migration. Vous pourrez utiliser des services tiers privés qui s'assureront et qui vous garantiront le transit sécurisé de vos données vers le cloud. Et aussi, je vais ajouter même quelque chose aussi. Les fournisseurs aussi peuvent vous proposer de vous expédier du matériel. Comme ça, ils vont vous donner le matériel. Vous allez prendre toutes vos données et le stocker sur votre matériel, sur le matériel envoyé par le fournisseur et l'expédier au fournisseur pour qu'ils le mettent dans leur infrastructure, dans le centre de données. Il y a ce moyen aussi sécurisé qui est possible aussi. Pour le cas d'Amazon, il y avait Amazon aussi. Il y avait Amazon Snowball, qui est une petite boîte avec une capacité de maximum 13 teraoctets. Il y avait aussi, non, c'était Snowcone avec 13 teraoctets. Et il y a aussi Amazon Snowball avec une capacité de plusieurs dizaines de teraoctets. Il y avait aussi Amazon Snowmobile avec une capacité de centaines de pétaoctets qu'ils vont vous envoyer. Vous mettez vos données là-bas, ils vont le mettre sur le bateau et l'amener. Ça ne va pas passer par Internet, la migration là. Qui sont les migrations les plus sécurisées, mais avec les moyens nécessaires. Non, c'est pas en ligne. Ils vont vous expédier une boîte. C'est cette boîte que vous allez brancher sur votre infrastructure et y transverser les données et l'envoyer chez le fournisseur. Comme ça, c'est le fournisseur qui s'occupera direct de la migration sans passer par Internet. Parce que les autres migrations, ça passe par Internet. Soit vous utilisez, il y a un service qu'on appelle Direct Connect. Comme ça, vous allez utiliser la fibre optique pour vous connecter à votre centre de données jusqu'au centre de données d'un fournisseur de télécommunications et passer par là pour envoyer plus rapidement vos données. Il y a ce type de migration et il y a aussi un autre type de migration où on n'utilise pas Direct Connect, vous utilisez juste votre réseau Internet pour envoyer les données.
Et c'est Internet qui n'est pas sûr. C'est pour ça, pour éviter que ça passe par Internet, vous pouvez avoir recours à d'autres méthodes. Si ça a été répondu, on peut laisser la parole à Habib Diallo. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation sur la sécurité dans le cloud. Et vraiment, c'était très instructif. Donc, sans plus tarder, je voulais poser 2 questions. Bon, j'avais énormément de questions, mais je vais me limiter à 2 questions. Qui sont, par exemple, ma première question, c'est quels sont les principaux vecteurs d'attaque des ransomware dans les environnements cloud? Parce que tantôt, Aziz a parlé de ransomware. Donc, la deuxième question, c'est comment les fournisseurs de services cloud comme AWS ou Azure protègent-ils leur infrastructure contre les ransomware? Ok, la première question concerne les vecteurs d'attaque des ransomware et la seconde, les solutions que proposent les cloud providers pour se protéger contre ces ransomware. Si on a bien résumé. Bon, pour les ransomware, ça c'est la responsabilité du client. Parce que les ransomware, ils attaquent les données. Et les données sont dans le cloud. Et la sécurité dans le cloud est gérée par le client. Ce n'est pas géré par le fournisseur. Mais le fournisseur peut proposer des services pour contrer ça. Et comment se protéger des ransomware? C'est en effectuant des sauvegardes sur les autres sites, plus sûr. Parce qu'une fois que vous avez baissé, parce que les attaques comme les ransomware, ils ne vont pas venir directement et entrer dans votre machine. C'est vous qui les cherchez. Par exemple, si on envoie un lien, cliquez sur le lien, ils peuvent automatiquement vous télécharger le logiciel rançon. Ils peuvent automatiquement le télécharger et il commencera à chiffrer vos données. Une fois qu'il a chiffré vos données, quelles sont les solutions à faire? Soit aller payer rançon, et même si vous payez, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous donner la clé de cryptage. Le mieux, c'est de sauvegarder les données sur un autre site. C'est un site distant ou bien en local, en dehors du cloud, etc. Si Cyril aussi a quelque chose à ajouter. Non, effectivement, tu as dit l'essentiel. Vu qu'ils ne peuvent que proposer des services, et donc, comme dans la partie lors de la rubrique responsabilité partagée, dont tu avais parlé au début du chapitre 2 de ta présentation, il y a de ces conflits, il n'incombe que du client. Et donc, ils peuvent proposer des services et le maître mot reviendra au client s'il va disposer de sauvegarde site ou bien de sauvegarde régionale ou sauvegarde intercontinentale. C'est à lui de voir, mais effectivement, ce n'est d'aucune la responsabilité du provider. Et aussi, pour la solution, c'est juste appliquer les bonnes pratiques. Faire de la surveillance à temps réel. S'il y a quelque chose qui s'est introduit sur vos services, le détecter et appliquer le plan de reprise aux incidents, de réponse aux incidents. C'est ça, surveillance, sensibilisation du personnel. Parce que ces types de menaces-là, c'est le personnel qui les attire. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il y a de fortes chances que l'administrateur ne soit pas
responsable d'un attaque au ransomware. La plupart des cas, presque 90% des cas, c'est de la faute des utilisateurs normaux, clients qui cliquent sur des liens à tout va et donc s'attirent eux-mêmes certains problèmes. Et de ce fait, sur cette situation, il y a certaines fonctionnalités que déploient les providers. Par exemple, la réplication à chaud et à froid, c'est-à-dire à tout instant, vos données que vous utilisez activement sont dupliquées dans plusieurs disques pour pouvoir ralentir un peu un cas d'attaque, par exemple. Et aussi, il y a la duplication à froid, par exemple, avec la sauvegarde intersite. À chaque intervalle régulier, vos données sont sauvegardées et stockées dans d'autres sites que les sites principaux. Et aussi avec les outils de monitoring que Abdelaziz a parlé, il vous est en théorie possible d'être alerté en temps réel sur des attaques ransomware et de pouvoir agir en conséquence. Si vous aviez au préalable appliqué les bonnes pratiques, je veux dire. Si c'est tout, on peut passer à Sénissal. Il avait levé la main, je pense. C'est bon, Abi. Habib, c'est bon? Oui, merci Serigne pour la parole. Maintenant, avant tout, je félicite Aziz pour l'excellente présentation. Vraiment, il était au top. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie gestion des incidents. Parce que présentement, j'écris mon mémoire sur ça. Maintenant, il n'a pas beaucoup développé sur cette partie, mais j'aimerais qu'il m'explique l'impact d'un incident de sécurité sur le cloud, quoi. Vous avez bien saisi. Quel impact un incident cyber peut avoir sur l'infrastructure cloud, quoi? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je dis, sur la partie gestion des incidents, j'aimerais que vous m'expliquiez l'impact qu'un incident cyber peut avoir sur le cloud. Vous voulez dire une cyberattaque? Un incident, vous avez parlé comme un incident normal, quoi, mais dans une infrastructure cloud, quoi. L'impact, soit. Bon, je pense que l'impact est la même qu'en dehors du cloud, hein. L'indisponibilité des données, divulgation d'informations sensibles de l'entreprise. Ce sont ces types d'incidents. Ce sont les mêmes que sur en local. Comme ça, si vous avez vos serveurs en local, les attaques sont les mêmes. Mais par contre, si vous êtes sur le cloud, vous avez la possibilité de redéployer votre infrastructure en un temps record, comparé si vous avez votre infrastructure sur on-premise. Le déploiement est plus rapide là-bas. Si vous avez les bonnes dispositions, vous pouvez avoir une réponse aux incidents en un temps record. Que ce soit dans le cloud privé, public et hybride. Non, public, par exemple, cloud privé, c'est comme si vous avez votre serveur dans votre entreprise. C'est ça qu'on appelle cloud privé. Vous avez déployé chez vous. C'est vous qui contrôlez toute votre infrastructure. C'est ça le cloud privé. Et le cloud public, c'est que vous allez dépendre d'un fournisseur, comme AWS ou bien Microsoft Azure. Eux, ils vont stocker vos données dans leur centre de données répartis dans différentes régions, que ce soit
en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. C'est eux qui vont gérer la partie infrastructure. Et que si c'est un cloud privé, c'est vous qui gérez la partie infrastructure. Si c'est hybride, vous allez choisir vos données que vous allez gérer vous-même et les données que vous allez donner aux utilisateurs pour qu'ils les à votre place. Ok. Et donc, pour revenir, ou bien pour rajouter sur ce que Aziz a dit, lorsqu'il a parlé de tout à l'heure des incidents, effectivement, les effets d'un incident sont comme ceux en local, sauf que en partie c'est même exacerbé. Le danger est, comment dire, l'impact côté, la menace devient exponentiellement plus grande, car là où il s'agissait seulement de vos propres serveurs, maintenant il s'agit d'un ensemble de serveurs appartenant à différentes organisations qui tous subissent le même incident. Et donc, d'un côté, on peut dire que l'incident comment dire, un incident dans le cloud est assez catastrophique. On ne parle même plus d'entreprise ou d'organisation, on parle là de structure étatique en tant que telle. Parce qu'il y a certains gouvernements ou bien certains services gouvernementaux qui sont gérés par le cloud public. Et donc, oui, c'est assez catastrophique comme contemplation. Mais est-ce que la gestion de ces types d'incidents est la même que les deux autres types d'incidents en local? Bon, effectivement, ça ne sera pas forcément le même. En local, la sécurité peut ne pas être assurée sur 24 heures sur 24, alors que dans le cas de providers comme AWS, ils ont la capacité de déployer des services de protection un peu plus avancés. Ils ont la capacité de répliquer, comme l'a dit tout à l'heure M. Abdelaziz, de répliquer vos applications et leurs services dans les différents sites, dans les différentes régions. Et donc, en cas d'incident, il y a des chances que votre application ait été répliquée dans un autre site. Et donc, le site ayant subi l'incident peut être momentanément indisponible, mais pas forcément vos applications. Si vous aviez suivi les règles les bonnes pratiques et que vous aviez répliqué vos services dans différents sites et dans différents providers même, il est même possible de répliquer vos applications dans différents providers. Maintenant, côté provider, ils ont à ce niveau, au niveau où nous en sommes actuellement, ils ont la capacité de déployer de grands processus de sécurisation des données et de la garantie de qualité de service des utilisateurs. Je pense que si vous appliquez les bonnes pratiques, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas à subir le revers d'un incident. Oui, exactement. Par exemple, AWS propose ce qu'on appelle Amazon WAF, comme Amazon Well Architected Framework, qui repose sur 6 piliers pour bien gérer votre infrastructure. Et il y a un pilier essentiel qui repose sur la sécurité, où il vous renseigne sur les bonnes pratiques à faire pour avoir une sécurité à 99% de votre infrastructure. Ils vous fournissent de bons conseils pour gérer ça. Il suffit juste de respecter ça et de sensibiliser. Quand vous êtes sur le parcours, sensibiliser votre personnel si vous voulez être bien sécurisé. Good. Merci. C'est bon, hein, Serine Salou? Oui, Aziz, c'est bon. Merci. C'est gentil. C'est bien répondu. Vous n'avez pas d'autres questions ou bien vous voulez qu'on éclaircisse? Non, c'est bon, il se fait tard et qu'il y a d'autres intervenants qui veulent poser des questions peut-être.
Merci. Avez-vous d'autres questions? Tout le monde? Ben Ibrahim, vous pouvez poser votre question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma question est la suivante, c'était à propos d'une information concernant vers le 20 et Drive, comme vous le savez, va être éliminé. C'est Google qui l'a annoncé. Et je demandais, par exemple, nos données qui sont au niveau du Drive en ce moment, est-ce que lorsque Drive sera supprimé de Google, je ne sais pas si l'information même est avérée ou pas, mais il y a beaucoup de sites qui annoncent cela. Donc, est-ce que nos données, nous allons les perdre ou bien est-ce que nous aurons la possibilité de les récupérer à travers nos clouds? Bon, je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais avant de supprimer les données d'un utilisateur, il faut bien l'avertir et lui donner un délai pour récupérer ses données. Ça, je crois que Google ne va pas prendre ce risque de supprimer les données utilisateurs. Et vos données aussi sur Drive, vous pouvez les récupérer à tout moment. Dans le cas où cette information est avérée, ce qui serait une catastrophe pour nous tous même, surtout que nos sauvegardes WhatsApp se basent essentiellement, pour ceux qui utilisent Android, se basent essentiellement sur Drive. Mais je pense qu'il y aurait quand même un préavis, comme l'a dit Chavez. Il y aurait quand même un préavis d'au moins de 6 mois ou bien jusqu'à 1 an même, de quoi pouvoir permettre aux utilisateurs de récupérer leurs informations, pour bien s'organiser. Mais concernant l'information de la suppression du service Drive d'ici le 20, je pense que je vais essayer de me renseigner sur le truc. Si ça s'avère être vrai, voilà. Oui, comment vous allez, ça va? Ça va bien, ok, il n'y a pas de quoi. Bon, pour ne pas prendre trop de temps, je vais essayer de récapituler rapidement ce dont nous avions parlé. Bon, comme vous l'avez vu, sur le thème d'aujourd'hui était la sécurité, un défi majeur du cloud computing. Et donc, premièrement, nous avions parlé des concepts du cloud. Nous avons commencé par la définition du cloud, mettant juste la proposition de services informatiques permettant à l'utilisateur de disposer à souhait de certains services informatiques, que ce soit du stockage, du calcul, du trafic même, ou bien des services informatiques comme côté logiciel, bien de plateformes, location de matériel ou autre. Et donc, nous avions parlé aussi des différents types de cloud. Voilà, Abdelaziz a dit aussi qu'il vous passera sûrement après un document résumant sûrement les différents points. Mais après la définition du cloud, nous avions parlé des différents types de services qu'il y a dans le cloud, à savoir l'IaaS, l'IaaS, le PaaS, le PaaS et le SaaS. Le IaaS désigne l'infrastructure as a service, infrastructure as a service, l'infrastructure en tant que service. Type du cloud, nous avions parlé des différents types d'hébergement et aussi des avantages du cloud, tels que l'évolutivité, les coûts réduits et la maintenance. Ensuite, nous avions parlé des différents défis de sécurité dans le cloud, avec la proposition d'abord des modèles de responsabilité partagée, avec une part des responsabilités concernant le client et une autre concernant le provider. Et donc, après avoir, l'intervenant a parlé des différentes menaces les plus courantes, comme le ransomware, les attaques DDoS et autres, mais aussi de certaines vulnérabilités spécifiques, comme une mauvaise configuration des services de la part des administrateurs ou des développeurs, et bien d'autres vulnérabilités spécifiques. Ensuite, on a parlé de certains cas, on a étudié certains cas, comme le cas de Capital One, des violations de données de Dropbox et le cas d'Azure 2020. Donc, oui. Ensuite, on a en dernier lieu parlé de certains mécanismes de sécurisation, comme l'IAM, le cryptage de données et la formation, la sensibilisation, qui tous participent à un cloud plus sécurisé.
pense que vous aurez sûrement les autres détails lorsque le document sera envoyé. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance. Merci à tous d'avoir participé à ce workshop. Merci à M. Aziz. Merci beaucoup, Rachel. Bon, j'aurais aimé ce webinaire, qu'on ait un autre workshop qui va parler que des concepts cloud, parce que il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas le cloud. Du coup, pour qu'ils comprennent la sécurité dans le cloud, ça peut être un petit problème comme ça. Si vous avez du temps, vous pouvez me solliciter. Je peux vous faire un autre concernant juste les concepts du cloud, à savoir les régions, les zones de disponibilité et d'autres trucs. Et bien appuyer sur, bien expliquer ce que ça veut dire IaaS, PaaS et SaaS, pour bien plus développer. Effectivement. Je pense qu'on en aura besoin. Je pense que oui, l'Assemblée serait bien d'accord pour plus de précision sur ces concepts qui sont des concepts d'actualité, surtout dans le domaine de l'informatique. Que les étudiants sont censés au moins avoir entendu quelque chose afin de savoir comment s'y retrouver dans cette mer de connaissances. Je pense que ça sera très intéressant pour tout le monde. Et peut-être la commission pédagogique pourra trouver un créneau favorable à ce workshop, Inch'Allah. S'il n'y a pas d'autres interventions. Vos coordonnées aussi seront les bienvenus au cas où on aurait besoin de vous, quoi, en mode offline. Pardon, vous disiez? Les coordonnées de Abdou Aziz seront les bienvenus au cas où on aurait besoin de lui. Ok, Abdou Aziz, s'il est possible de saisir certaines coordonnées comme le mail dans le chat afin de le partager. Ou bien on le partagera sûrement plus tard dans le club, si ça ne te dérange pas. Abdelaziz, on dirait que oui. Je vais pas activer. Oui. Bon, c'est pas un problème. Je vais vous donner. Je disais que. Ok. Je disais que si ça ne nous dérange pas, on va le partager après, plus tard, dans le club. Inch'Allah. Je pense que ce sera mieux. Ok. Je pense qu'on pourrait conclure la séance. Oui, voilà. Si c'est tout, on pourra conclure la séance. Looy xaar bul xalaat dawal gaaw abonné UTC faire du Baol la prochaine Silicon Valley. Bonne soirée.